Salut à tous, c'est Karina, je te souhaite la bienvenue sur ma chaîne. J'espère que tu vas bien, en tout cas moi ça va, et aujourd'hui je vais te parler de quelque chose qui me tient fortement à cœur. Et vu le contexte actuel, j'estime qu'il n'y a pas meilleur moment d'en parler qu'aujourd'hui. En effet, au cours de ces derniers mois et années, on a énormément parlé de la santé mentale et de la santé physique au grand détriment de la santé émotionnelle. Alors que c'est notre santé émotionnelle qui est responsable de plus de 85% de tous nos comportements, réactions, actes et schémas de pensée. Pourquoi est-ce que cette problématique est-elle là? Pourquoi parle-t-on autant de la santé mentale et de la santé physique et si peu de la santé émotionnelle? Parce que nous vivons entre autres dans une société de consommation et donc par définition superficielle, c'est-à-dire une société qui n'existe, qui ne vit qu'à travers ce prisme de la superficialité. Donc ce qui est en surface, visible, tangible et matériel, ce qui est ni profond ni essentiel. Et donc cette société, elle se doit de nous inculquer ce regard superficiel que nous allons aussi bien poser sur elle que sur nous, étant nous-mêmes des éléments moteurs de cette société. Et donc, qu'est-ce que c'est notre propre superficialité ? Eh bien justement, ce sont nos parts mentales et physiques. Parce que ce sont les dernières couches de nous-mêmes par lesquelles ce qu'il y a de plus profond tend à s'extérioriser et se manifester. On part toujours d'une envie ou d'un désir pour arriver à une action. Et l'étymologie du mot émotion nous l'explique très bien. Émotion provient du latin movere, qui a pour signification mettre en mouvement. C'est-à-dire que la santé émotionnelle est à l'initiative de toute concrétisation physique. Parce que le mental n'est en fait qu'un filtre qui va se teinter de la couleur de ton intériorité. Et c'est d'ailleurs pour ça que sur le schéma, la santé mentale est représentée par cette toute fine couche d'eau séparant notre vérité intérieure de la réalité extérieure. En gros, c'est le petit chef qui s'occupe de tout ce qui est conscient et du coup de la perception du monde que l'on va se faire. Mais le souci avec cette santé, c'est que la façon dont tu perçois et interprètes la vie, elle est totalement subjective et propre à chacun. Parce qu'elle dépendra soit de la façon dont tu te sens sur le moment, soit de la façon dont tu t'es construit, et donc de ton passé, ou en tout cas le souvenir que tu en gardes. Et ça, c'est un biais émotionnel, ou un biais cognitif. Et c'est exactement ce que les publicitaires ont compris, en mettant en place des stratégies marketing visant à nous impacter émotionnellement, pour réveiller et provoquer en nous des émotions et donc des réactions qui leur seront ensuite profitables. Donc le système dans lequel on vit, il a tout intérêt à continuer de nous vendre l'image de son bonheur à elle, de sa perception de l'épanouissement personnel à elle, qui passe du coup par des valeurs matérielles, des valeurs superficielles, des valeurs de consumérisme. Et le terme société de consommation et de production parle de lui-même. Consommation, c'est le désir d'avoir, et donc ça se rapporte au domaine du physique. Production, c'est le fait d'être obligé de faire pour avoir. Donc nos capacités d'analyse, de contrôle, d'organisation, etc., etc. Et ça se rapporte directement au domaine de notre santé mentale, parce que ça met en valeur nos fonctions mentales, cognitives. D'où l'intérêt de nous faire croire que seul le mental et le physique ont leur importance. Parce qu'à partir du moment où on se rend compte qu'on est manipulé par nos émotions, on a tout pouvoir de reprendre contrôle sur ce qu'on fait. Bon, comme tu t'en doutes, toute ma vidéo tourne autour de la thématique du développement personnel. Mais attention, pas le développement personnel auquel on a toujours eu l'habitude de se référer ou qui nous vient spontanément en tête. aka le développement personnel horizontal, celui qui correspond du coup à la marche à suivre, faire et avoir, qui implique donc uniquement le mental et le physique, celui qui prône des routines, des habitudes, une hygiène de vie ou en tout cas le sport et l'alimentation, parce que là on reste toujours dans une horizontalité, on fait pour avoir. Non, justement, moi ici je te parle du développement personnel vertical, via lequel on reprend contact avec nous-mêmes, avec notre essence profonde, avec nos émotions et nos ressentis, parce que c'est là la toute première étape de toute élévation personnelle pour un jour faire et avoir à l'image de notre bien-être intérieur. Et c'est un petit peu comme à l'image d'un enfant. On va d'abord attendre de lui qu'il grandisse pour que seulement ensuite il puisse marcher. Et donc, qu'est-ce que c'est exactement être? Qu'est-ce que c'est exactement le développement personnel vertical? C'est le fait de se demander qu'est-ce que nos blessures irréglées créent et alimentent comme réalité extérieure. Parce que je le répète encore une fois, comme on l'a vu, l'émotion c'est le point de départ de toute concrétisation matérielle et donc physique, et ce de manière volontaire comme totalement inconsciente et involontaire. Et pour t'imager ça un petit peu plus en détail, voici un schéma qui reprend exactement dans l'ordre ce qui se passe lors d'une interaction avec notre contexte extérieur, avec notre réalité extérieure. Nous retrouvons notre schéma de l'iceberg, mais cette fois sous forme de triangle. Et pareil, notre santé physique, mentale et émotionnelle reste à leur même place.
La première étape est celle du captage de l'information. Le stimuli est intercepté par au minimum l'un de nos 5 sens. La vue, l'ouïe, l'odorat, le goûter ou le toucher. Pour qu'en deuxième lieu, ce stimuli soit directement envoyé à notre sphère émotionnelle, là où on pourra l'intégrer. Ensuite, à la troisième étape, cette émotion est redirigée vers la partie consciente de notre cerveau, aka la santé mentale, pour qu'on puisse enfin conscientiser cette information. De façon à ce qu'à la quatrième étape, nous puissions répondre à cette information perçue via un acte ou un comportement de notre part. Et donc de ce fait pouvoir interagir avec notre réalité physique. Mais cette réaction, elle ne dépend pas uniquement de la nature du stimuli envoyé et reçu. Ça va aussi dépendre de tout notre background, de tout ce dont on est fait et tout ce qui nous a construit jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire qu'au moment où cette information sera intégrée à notre santé émotionnelle, elle va rentrer en réaction avec tout ce qui s'y trouve déjà. Notre histoire, notre passé, notre enfance, et bien sûr nos troubles, nos blessures, nos joies, nos peines et nos traumas. Et tout cela va bien évidemment du coup modifier une première fois la nature du stimuli perçu initialement. Et seulement ensuite, cette information déjà un petit peu modifiée va être renvoyée vers le mental, c'est-à-dire tout un tas de paradigmes, de croyances, de schémas de pensée, de filtres, etc. qui modifieront donc une seconde fois cette information. Et c'est seulement ensuite, après toutes ces étapes, qu'un comportement physique de notre part sera mis en place. Donc entre la première étape où l'on intercepte le stimuli et la quatrième étape où on y répond, il y a eu toute une suite de modifications du ressenti de cette information et de sa compréhension initiale. C'est bien pour ça que tous nos comportements, actes et réactions dépendront entièrement de l'état de chacune de nos santé, en commençant bien entendu par la santé émotionnelle. Alors là maintenant, pour t'imager tout ça, je vais te raconter la petite histoire d'une jeune maman qui rentre après le travail et la première chose qu'elle fait en passant le pas de la porte, c'est péter un câble et crier sur tout ce qui bouge. Alors, peut-être que son mal-être, en effet, provient d'une fatigue physique. Peut-être que cette même fatigue provient elle-même d'une fatigue mentale. Peut-être que cette fatigue mentale provient elle-même d'une fatigue émotionnelle. Parce que oui, peut-être que la patronne ou le patron de cette femme au travail lui a fait une remarque désobligeante, ce qui a eu pour conséquence d'avoir un impact négatif sur ses émotions, de faire baisser l'estime de soi et donc de la rendre un petit peu triste. Donc il y a un impact sur la sphère émotionnelle de cette jeune femme. Et imaginons qu'elle a déjà de base un terrain propice à avoir une estime de soi qui baisse. Parce que peut-être que dans le passé de cette femme, plus jeune, lorsqu'elle était enfant, ses parents lui faisaient toujours ressentir le fait qu'elle n'était pas assez à leurs yeux, qu'elle n'était pas assez à la hauteur. Et donc forcément, elle s'est construite avec cette idée et elle va, dans son quotidien, tout mettre en place pour justement faire qu'on la valide, que la société qui l'entoure la valide. Ça, c'est inconscient. Mais donc, cette petite remarque, elle lui a fait baisser son estime de soi. Ok. Peut-être que sur le chemin pour retourner à la maison, elle a fait la rencontre d'un chauffard qui a failli lui rentrer dedans et donc forcément, elle a eu une émotion de stress et donc une émotion négative. Ok. Peut-être que juste après, en passant le pas de la porte, elle voit quoi? Elle voit un tas de chaussettes sales laissées par ses enfants et son mari traîner dans l'entrée. De nouveau, impact négatif sur l'estime de soi. Je suis une bonne à tout faire? C'est quoi ce manque de respect? Etc. Et puis là, cerise sur le gâteau, ses enfants déboulent en criant « Ah, maman, t'es rentrée », etc. En vrai, les enfants, ils criaient juste pour extérioriser leur joie de revoir leur maman arriver à la maison. Mais là, ça y est, ça, c'était la goutte qui a fait déborder le vase. Et la maman, cette jeune femme, elle pète un câble. Elle crie sur tout le monde, sur tout ce qui bouge, genre, elle est vraiment partie dans un délire. Forcément, ça aura un impact négatif sur la construction de ses enfants, parce qu'ils vont se dire quoi? Ma maman, soit elle est absente, et quand elle est là, elle est méchante. Donc on est bien dans la tête d'un enfant, on prend ça avec des pincettes. Et puis de l'autre côté, le mari, il va se dire quoi? Purée, ma femme, elle est agressive, elle ne me donne plus d'amour, elle ne me considère plus. Et là, il se passe quoi? La femme, elle est au plus bas, elle est triste, elle se sent seule en fait, parce que personne ne la comprend, parce que c'est une réaction en chaîne. Et ça, si on n'y fait rien, ça peut donner à de graves problèmes physiques, des crises d'angoisse, des burn-out, et voire bien pire en fait. Le fait de ne pas assez écouter ses émotions, ça provoque des dérives. Parce que quand il y a trop d'émotions négatives, le mental, il sait plus gérer, et qu'est-ce qu'il fait? Il va juste extérioriser d'une façon beaucoup trop violente vers l'extérieur pour se libérer. C'est aussi pour ça qu'on dit que la parole libère, c'est parce que quand on parle de ces émotions négatives, on le fait passer de l'intérieur vers l'extérieur et on s'en débarrasse. En tout cas, selon la théorie. Et donc, quelle est la conséquence à tout ça? La femme se sent seule, nulle, incomprise, triste. C'est qu'au bout d'un moment, cette jeune femme, pour ne pas subir ce trop-plein d'émotions négatives, elle va prendre des antidépresseurs. Et le rôle des antidépresseurs, rappelons-le, c'est de minimiser l'impact de ses émotions sur son mental, et donc par extension sur son physique, pour se soulager. Mais ce n'est pas la solution, parce que là, on anesthésie juste ses ressentis. C'est la preuve que, de nouveau, on s'est totalement coupé de ses émotions. Et donc, par extension, je fais une petite parenthèse, mais en général, toutes les maladies mentales et les maladies physiques, en fait, c'est l'expression d'une mauvaise santé émotionnelle.
enfin d'une santé émotionnelle en mauvais état, beaucoup trop abîmée et pas assez écoutée. Et tout cela parce qu'on n'a jamais été sensibilisé à autre chose qu'à ce qui est visible et en surface, qu'à ce qui est émergé. Et donc, le développement personnel vertical, il s'apparente au fait de soigner nos émotions et tout ce qui constitue nos fondements pour changer de vie. On peut caricaturer ça comme ça. Parce que comme tu le sais, c'est très répandu comme philosophie de vie, tout changement commence depuis l'intérieur vers l'extérieur. Et surtout, si on part du principe ou du constat que toute émotion, donc quelque chose d'invisible, a le pouvoir d'impacter et de modifier ce qui est visible, et donc notre réalité physique, c'est d'autant plus important. Et donc, on en revient encore une fois à la nécessité de d'abord appliquer un développement personnel vertical à sa vie. Et ce, pour détecter nos aspects négatifs, nos zones d'ombre qui, malheureusement, nous impactent et nous contrôlent inconsciemment. Bref. Et donc, comment ça fonctionne ? Eh bien, si on reprend notre petit schéma triangulaire de la perception de la vie qu'on a, ou notre schéma de l'iceberg, voilà comment on applique le développement personnel vertical. La première étape est celle de la détection des événements du quotidien qui provoquent et font naître en nous des émotions négatives. En gros, c'est détecter les situations qui nous rendent tristes. La deuxième étape est l'identification du traumatisme initial qui se cache, qui se dissimule sous cette émotion. Quelle est la blessure initiale à laquelle cette émotion négative fait écho et référence ? Ensuite, la troisième étape est celle de l'identification des schémas mentaux et des croyances que ce traumatisme initial crée et entretient. Et enfin, la quatrième étape est celle de la conscientisation de nos comportements face au monde extérieur, qui sont justement créés et générés par ces schémas mentaux ou ces croyances, elles-mêmes engendrées par ce traumatisme initial, celui qui est à la base de tout ce schéma répétitif, car notre comportement à cette quatrième étape nous ramènera automatiquement à la toute première. Et ce cycle se répétera à l'infini tant qu'on n'y fait rien. Donc qu'est-ce que notre passé engendre comme conséquence dans le présent ? Par exemple, dans le premier cas, on peut s'imaginer que la personne souffre du fait d'être mal entourée, et que cela provoque en elle un sentiment de trahison, de solitude, voire un sentiment de ne pas être assez à la hauteur d'un entourage meilleur. Dans le second cas, on pourrait s'imaginer que malgré tous les efforts qu'elle fait, la personne n'arrive pas à perdre du poids. Et de son côté, ça provoque en elle un sentiment de découragement et de dégoût envers soi-même. Bien sûr, dans les deux cas, c'est l'estime de soi qui en prend un coup. Ensuite, la deuxième étape était le fait d'identifier quel traumatisme sous-jacent se cachait sous ces ressentis négatifs. On peut donc observer ici que d'un côté comme de l'autre, le traumatisme ou la blessure initiale est lié à l'absence d'un ou des parents, et donc que cela a nourri inconsciemment une blessure d'abandon. En troisième lieu, on identifie dans chacune de ces situations qu'est-ce que cette blessure a-t-elle créé au niveau mental comme filtre, perception, croyance et paradigme de compensation. Dans la première situation, la personne compense son mal-être par le fait de littéralement manger ses émotions, de façon à regoûter au réconfort parental qu'elle n'a pas connu. C'est donc une recherche de sécurité de soi à soi, lorsque la personne est seule. De l'autre côté, ce même traumatisme a créé et mis en place une tendance à la dépendance affective, et ce bien entendu pour la même raison sous-jacente, c'est-à-dire la recherche de sécurité et de réconfort, mais dans ce cas-ci, des autres envers soi-même. Et tout cela pour au final donner comme résultat physique, d'un côté, le fait de systématiquement réabsorber les mêmes calories dépensées au préalable lors d'une séance de sport par exemple, et de l'autre côté, la fâcheuse tendance à s'entourer de tout le monde et de n'importe qui, de façon à ne plus jamais être isolé, et donc de ne plus jamais avoir à réexpérimenter cette solitude émotionnelle. Comme quoi une seule et même cause émotionnelle peut donner tant de conséquences diverses et variées suivant la personne, son tempérament et son parcours. Et c'est pour ça que c'est aussi important de détecter ce à quoi tout ce que l'on vit comme situation fait référence. Mais il ne faut pas oublier les capacités inimaginables de notre cerveau qui, ne l'oublions pas, ont tout d'abord pour vocation de nous protéger. Notre cerveau a été créé pour nous protéger, nous maintenir en vie. Mais malheureusement, son fonctionnement est souvent biaisé, comme je l'ai dit, et nous est défavorable au final. Parce qu'il est très souvent question de dissimuler nos blessures et nos traumatismes au plus profond de nous et de complètement nous y bloquer l'accès. Donc au final, ce qui se passe, c'est que pour nous épargner la douleur que serait de faire face à nos blessures et nos vulnérabilités, nos faiblesses, notre cerveau met en place tout un tas de comportements de compensation qui ont pour but de justement camoufler ce traumatisme ou cette blessure, ou en tout cas de nous faire adopter un schéma de pensée qui essaye de nous écarter le plus possible de cette cause initiale. D'où un petit peu les situations de dissociation lors de gros traumatismes
Ou par exemple l'amnésie traumatique. Ça, c'est vraiment le rôle du mental qui évite de nous faire ressentir la douleur que serait de faire face quotidiennement à cette blessure qui est trop importante pour qu'on puisse la gérer. Et donc ça, ce sont nos fameux paradigmes et notre filtre. Et au final, c'est un petit peu comme si on portait un gant sur une blessure ouverte. Donc imaginons que là, j'ai une blessure et que notre mental nous a fait enfiler un gant qui du coup nous cache l'existence de cette blessure. Mais elle est toujours là. Et c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on aura des démonstrations d'amour, par exemple un serrage de main qui donc est un acte affectueux, enfin un acte d'amour de base, eh bien ça va nous faire adopter un comportement de rejet parce que ça nous fait comprendre qu'en fait il y a quelque chose qui cloche. C'est aussi pour ça que l'on dit que derrière chaque blessure se cache un terrible manque d'amour. Un enfant qui a souffert pour X ou Y raison dans son enfance par exemple, eh bien c'est un manque d'amour qu'il a ressenti, qui prennent tout un tas de formes, hein. Ce n'est pas l'amour, allez je veux dire un manque d'amour, ça ne se caractérise pas par le fait que son parent lui a jamais dit je t'aime. C'est pas forcément ça. L'amour prend tellement de formes différentes et c'est même le pilier de la vie. Mais bon, soit. Donc, derrière chaque blessure se cache un manque d'amour. Et donc, c'est pour ça que derrière chaque démonstration d'amour, il y a potentiellement la blessure qui va ressurgir. Mais ça, c'est aussi un petit peu la faute de l'ego qui se cache dans notre mental. Parce que l'ego, lui, il va toujours nous faire croire que non, on est fort, on n'a pas de faiblesse, c'est la faute des autres, etc. Il va toujours rejeter les faits. Pour nous protéger aussi, donc faut pas le blâmer. Mais ça nous amène souvent dans des situations un petit peu où on nie nos propres parts de faiblesse, notre propre vulnérabilité, en se voilant la face, en pensant qu'en fait ça nous rend forts. Mais je vais dire un truc, il faut beaucoup plus de courage et de force à une personne pour reconnaître ses zones d'ombre, ses faiblesses et ses vulnérabilités, que de les nier et de se protéger sous couvert de « ouais mais en fait je suis quelqu'un de trop fort pour souffrir ». Et là on en vient au fait qu'au final tu n'as que deux choix. Parce qu'on va s'imaginer que la vie c'est comme un long chemin, comme une longue randonnée, et on a tous été dotés, on a tous été munis d'un sac à dos. Sac à dos qui représente donc notre passé. Et donc tu as deux choix. Soit tu décides d'ouvrir ce sac à dos et donc de te plonger dans ce qui a fait que tu es la personne que tu es aujourd'hui. Et donc tu tries les événements, tu les reconnais, tu essaies de les comprendre, de les mettre à ton avantage pour en extraire des outils qui te permettront du coup de les utiliser sur la suite de ton parcours. Et dans l'autre cas, le deuxième choix, celui de complètement nier ce sac à dos, de ne pas y faire attention et de le laisser fermer. Sauf que là, ton sac à dos dont tu ne peux pas te défaire, tu ne peux pas te défaire de ton passé, eh bien, il va juste être lourd, encombrant, sombre, et tu vas juste être ralenti. Et les situations auxquelles tu seras confronté plus tard, auxquelles de base tu as les outils dans ton sac à dos, bah tu ne pourras pas les résoudre. C'est pas très pratique. Sache aussi qu'il est toujours plus simple d'avancer en sachant qui tu es et d'où tu viens. Si tu sais d'où tu viens, tu sais où tu vas. Et encore un petit argument pour te pousser à faire cette introspection, dis-toi que derrière chaque blessure, lorsqu'elle est réglée, se cache un immense cadeau pour toi en premier et ensuite pour les autres. Une personne qui enfin prend soin de ses zones d'ombre se fait un cadeau pour elle et pour toutes les autres personnes qui auraient pu vivre la même situation qu'elle, parce qu'elle peut les aider de par son expérience et la façon dont elle s'est relevée. Mais ça, j'y reviendrai un peu plus tard dans de prochaines vidéos parce que j'estime que je pense que tu le penses aussi bien que moi. Tu vois le timer de cette vidéo, elle est déjà super longue. Donc je pense que si je commence à expliquer vraiment toute la recette de ce truc-là, au final, personne ne va la regarder. Et le but, c'est quand même d'aider un maximum de personnes. Donc bisous à toi, j'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé en commentaire. Tu peux me retrouver sur Instagram avec le même pseudo que celui de ma chaîne, donc Goldina Karina. C'est bon. Et je te souhaite une très très bonne fin de journée, début, matinée, tout ce que tu veux. Et je te fais plein de bisous. Bisous.